Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord d'être venus aussi nombreux, vous êtes connectés aussi nombreux pour ce webinaire. On a une petite heure à passer ensemble et aujourd'hui on va essayer je vais essayer d'introduire un petit peu le référentiel force probante qui a été publié dernièrement. Alors on ne va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans tous les détails de l'implémentation. Aujourd'hui, l'objectif c'est plus de vous donner un petit peu, de vous expliquer les grands principes de ce référentiel et de vous donner un petit peu les clés en vous expliquant voilà, les cas d'usage qui vont être concernés par ce référentiel. Et l'idée, c'est que vous soyez ensuite autonome pour, à partir des documents qui ont été publiés, implémenter vous-même euh, toutes les mesures qui figurent dans le référentiel. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu donc, le contexte et la problématique du référentiel force probante. Alors, si on regarde aujourd'hui une structure de santé, j'ai pris ici l'exemple voilà, d'une structure de santé type un centre hospitalier. Donc, on a aujourd'hui des documents des flux de documents entrants qui sont des documents au format papier. Il y en a un certain nombre. Le patient est en général, c'est en général la personne qui les amène au sein de la structure de santé. Et donc la problématique avec ces documents, ça va être tout d'abord d'effectuer éventuellement leur dématérialisation, si c'est nécessaire. C'est de plus en plus le cas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaînes de dématérialisation qui se créent. Donc, c'est-à-dire, ça va être la numérisation du document. Et donc, dans ce cas-là, peut éventuellement aussi se poser la question de son archivage et de la destruction de l'original papier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours les informations nécessaires. On peut hésiter à supprimer l'original papier. Et donc, le référentiel force probante va aussi amener les clés pour savoir si on doit détruire ou pas l'original. Donc ça, c'est un flux d'entrée qu'on peut avoir dans les structures de santé. Le deuxième type de flux qui est celui qui est amené à devenir le principal flux de données, c'est la production de documents nativement numériques. Donc, ce sont des documents qui sont produits soit au sein de la structure de santé, par exemple dans le cadre de la consultation d'un patient, donc qui vont être créés au format numérique et donc éventuellement ajoutés au DPI, par exemple, s'il s'agit d'un centre hospitalier. Et on a également des documents qui peuvent provenir au format numérique également, mais qui peuvent provenir de structures de santé autres, de GHT ou de libéraux, par exemple. Et on va voir un troisième flux, donc cette fois sortant de documents qui vont être rematérialisés au format papier, s'ils sont des documents numériques. Ils vont être donc tout simplement imprimés pour être remis au patient. Donc c'est un autre type de flux. Et enfin, tous ces documents qui sont stockés au format numérique au sein du DPI, ils peuvent être aussi consultés au sein de la structure de santé, mais également archivés électroniquement si c'est nécessaire. Et c'est souvent le cas pour beaucoup de documents de santé qui sont produits au sein des structures de santé. Et ces documents peuvent également être exportés, envoyés vers d'autres structures de santé, libéraux, GHT, via des flux électroniques qui vont sortir de la structure de santé. Donc on voit bien qu'il y a toute une chaîne entre la production d'un document et sa réception par son destinataire. Et donc l'idée du référentiel force probante, c'est qu'à un instant T, quand un professionnel de santé ou un patient reçoit un document au sein de l'écosystème santé, il ait un certain nombre d'informations qui lui permettent de dire que le document qu'il a entre les mains est fiable et qu'il peut avoir confiance en ce document. Donc c'est un double enjeu, ça va être un enjeu à la fois juridique, en cas de conflit juridique, il va avoir un certain nombre, ce document va contenir un certain nombre d'informations qui vont lui donner sa force probante.
d'où le nom de référentiel force probante. Mais c'est aussi globalement dans le cadre des échanges quotidiens qui peuvent exister, qui peuvent se faire dans la sphère santé. L'idée, c'est d'augmenter la confiance dans les échanges de documents de santé. Alors, si on regarde un petit peu le contexte juridique de ce référentiel, donc c'est lié à l'ordonnance du 12 janvier 2017 qui vient donner, donc qui ajoute les articles 1111, 25 à 31 du Code de la santé publique. Alors, ces articles précisent les conditions de reconnaissance de la force probante des documents de santé qui sont produits, créés ou reproduits sous forme numérique et qui contiennent des données de santé à caractère personnel. Donc, ces articles précisent notamment le champ organique, donc c'est-à-dire qui est concerné. Donc là, en l'occurrence, sont l'ensemble des professionnels de santé, mais également les professionnels des secteurs médico-sociaux et sociaux. Ensuite, il précise quel est le champ matériel, c'est-à-dire quelles sont les données qui sont concernées par ces mesures. Eh bien, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce sont les données de santé à caractère personnel qui sont échangées. Donc c'est essentiellement le critère qu'il faut retenir pour savoir s'il faut appliquer le référentiel force probante. Et il précise également donc, dans quelles activités on va pouvoir retrouver ces documents. Et ensuite, donc, ce qu'il va expliquer, c'est les opérations, donc c'est-à-dire à quel moment je dois appliquer ces mesures. Donc ces articles précisent donc, que les principaux cas d'usage, ce qu'on va appeler les cas d'usage, sont ceux qu'on a vus sur la slide précédente, c'est-à-dire la numérisation de documents, la création de documents nativement numériques et la matérialisation donc, de documents sur un support papier. Voilà, il indique également que toutes ces modalités de mise en œuvre doivent être précisées dans une documentation qui doit être accessible. Et enfin, il indique que le référentiel force probante, c'est l'article 1111-31, viendra préciser donc les mesures opérationnelles et techniques, c'est-à-dire organisationnelles et techniques, pardon, qui doivent être mises en œuvre pour être conformes à ces articles de loi. Donc, pour donner les principaux objectifs et les grands principes de ce référentiel force probante, donc l'idée c'est de déterminer les conditions de production d'un document pour qu'il soit considéré comme probant, c'est-à-dire exact, authentique, fiable, légitime par la personne qui va le recevoir. Donc ça va être dans le cadre du professionnel de santé valider le contenu du document qui va refléter l'acte réalisé. Et dans le cas du patient, l'idée, ça va être de garantir que celui-ci a pris acte d'un document et voire même, dans certains cas, recueillir son consentement sur un sujet particulier. Donc il y a également un enjeu fort autour de la dématérialisation des documents de santé, puisqu'il y a un chapitre dédié à la numérisation. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses chaînes de dématérialisation qui se mettent en place dans les établissements de santé. Et encore plus, et ça s'accélère notamment avec la situation de crise sanitaire, puisque ça permet, il y a notamment des cas de création de chaînes de préadmission dans les établissements de santé qui peuvent se créer. Donc, tous les principes à respecter dans le cadre de la mise en œuvre de ces chaînes de dématérialisation sont énumérées au sein du référentiel force probante. Et il y a également une clarification des règles qui concernent la destruction des documents de papier originaux. Donc voilà, ça c'est également un enjeu important de ce référentiel. Donc les trois principaux cas d'usage qui sont identifiés, c'est ceux que j'ai énumérés, donc la dématérialisation, la production de documents nativement numériques et la matérialisation, l'impression de documents.
Et alors, la façon dont les mesures à mettre en œuvre sont détaillées dans le référentiel force probante, c'est-à-dire que pour chaque cas d'usage, on va avoir une série de paliers, donc 3 paliers, qui vont permettre de décrire des mesures donc, organisationnelles et techniques de sécurité à mettre en œuvre, qui vont être plus ou moins contraignantes. Donc, le palier 3 étant le palier le plus contraignant, et le palier 1 étant celui qui impose les contraintes les moins fortes. Et donc, l'idée, c'est de s'adapter au type de document qu'on va avoir à traiter pour avoir des mesures plus ou moins fortes en fonction du besoin de force probante que l'on va avoir pour ce document. Donc, 3 paliers par cas d'usage. Et le palier donc intermédiaire, le palier 2, va être le palier à implémenter par défaut pour les documents. Et donc les paliers 3 et 1 sont des paliers qui permettent d'augmenter un petit peu les mesures si on a un document, si on parle d'un document très, très sensible, très critique du point de vue de sa force probante, ou de baisser un petit peu au contraire le niveau si on a un document sur un document qui est moins critique. Et donc afin que tout le monde parte sur les mêmes règles pour la sélection des documents, donc pour l'ensemble du secteur santé, il y a une annexe dédiée du référentiel force probante qui explique comment classer ces documents et choisir le palier. Mais sachant que les mesures restent des mesures minimales, et on peut très bien choisir, si on estime qu'il y a un besoin plus fort de mettre en œuvre des mesures euh, plus contraignantes, on peut très bien le faire sur un cas donné ou un type de document précis au sein d'un établissement de santé. Alors, si je continue, alors si on regarde les cas d'usage et avec les paliers correspondants, donc on va prendre, alors d'abord pour avoir une vision globale du référentiel force probante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documents. Après, on a voulu l'organiser pour que ce soit peut-être plus facile, qu'on puisse se concentrer sur les sujets qui nous concernent. Donc, on retrouve un document introductif qui décrit notamment le périmètre, les différents cas d'usage, qui introduit vraiment le référentiel en donnant le cadre général. Et ensuite, on va avoir donc trois annexes qui portent sur les cas d'usage que l'on a vus. Donc, le cas de la numérisation de documents papier, le cas des documents qui sont créés de façon numérique nativement, et une troisième annexe qui parle des cas de matérialisation, donc de l'impression de documents. Et enfin, ensuite, on a trois annexes qui sont des principes communs pour l'ensemble des documents. Une annexe socle commun qui réunit les grands principes qui sont applicables pour tous les documents quel que soit le cas d'usage. Une annexe qui est consacrée aux métadonnées, puisque vous allez voir, en fait, il est question aussi de métadonnées qui sont ajoutées au document. Et une annexe qui est dédiée à la classification des documents de santé, donc qui va dire en gros tel document, où est-ce que je dois le placer, sur quel palier par défaut. C'est une annexe qui est dédiée, qui donne ces informations. Donc, si on prend le premier cas d'usage de la dématérialisation, donc par exemple dans le cadre d'une chaîne de numérisation qui est créée au sein d'un établissement de santé, donc il y a 3 paliers. Si on prend le premier palier, c'est juste une copie simple, c'est-à-dire qu'on va juste numériser le document qui arrive au format papier en essayant de respecter dans le respect des principes d'identito-vigilance et de confidentialité des données. Donc c'est en cela aussi que le RGPD s'applique à ces documents sans être l'objet principal du référentiel.
Et donc voilà, on va juste vérifier la qualité du document. On peut de façon optionnelle calculer une empreinte du fichier, mais donc ce palier-là ne permettra pas de détruire l'original papier, parce que les garanties, notamment sur l'intégrité, ne sont pas assez fortes. Et donc, bah, il y a pas plus de mesures que ça. C'est le document papier qui sera conservé, pardon, qui pourra faire foi en cas de besoin de vérifier la fiabilité du document numérisé. Le deuxième palier apporte lui beaucoup de garanties d'intégrité, notamment sur le document qui est numérisé. D'abord au niveau de la préparation, donc il y a un certain nombre de mesures qui sont nécessaires sur le processus de numérisation qui va être mis en place. Donc ce processus il doit être documenté, il doit faire l'objet d'une recette préalable pour s'assurer que voilà, que cela fonctionne bien et qu'il n'y aura pas de problème spécifique sur l'intégrité des documents numérisés. Donc voilà, toutes ces mesures sont détaillées au sein du référentiel force probante. Voilà, un petit rappel, ici je vais juste donner les mesures qui sont les mesures les plus essentielles qu'on retrouve au sein du référentiel force probante. Les documents du référentiel sont beaucoup plus détaillés, notamment sur l'implémentation et voilà, et sur les mesures. Ici, on ne va pas voir les mesures de façon exhaustive. C'est voilà, les principaux axes et mesures qui doivent être mises en place au sein des établissements de santé. Donc voilà, il y a cette documentation du processus, il y a un certain nombre de mesures pour sécuriser la chaîne de numérisation et la production des traces qui sont créées lors de la numérisation. Et voilà, l'avantage, enfin le progrès par rapport au palier 1 essentiel, c'est qu'on va avoir un scellement avec un cachet IGC Santé. Donc un petit rappel sur ce que c'est qu'un scellement, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une empreinte du document. On va signer cette empreinte avec la clé publique, qui est la clé privée du certificat. Donc ça nécessite d'avoir un certificat de personne morale. Voilà, un cachet électronique qui va permettre de signer cette empreinte. Et donc la personne qui va recevoir le document va le recevoir avec cette empreinte qui est signée, et elle pourra, à l'aide d'un outil, vérifier que le document qu'elle a reçu provient bien de l'établissement qui correspond au certificat, d'abord, donc une garantie sur l'origine, mais surtout que le document n'a pas été modifié depuis sa production par l'établissement à l'origine de ce document. Donc ça veut dire que quel que soit le canal qui va être utilisé pour diffuser le document, que ce soit par mail ou par un canal sécurisé ou un téléversement sur un serveur donné, on a toujours cette garantie d'intégrité voilà, qui est présente, qui est inclue dans le document et voilà, qui permet d'assurer sa force probante. Donc ça, c'est beaucoup plus fort. Et on va avoir un certain nombre de métadonnées qui sont ajoutées au document et qui pourront par la suite être récupérées par les différents services ou applications qui vont traiter le document qui va être transmis. Voilà pour la protection de l'intégrité. Et ensuite, au niveau de l'archivage électronique, il y a un certain nombre de mesures de protection de type archivage sécurisé qui vont pouvoir être mises en place sans nécessiter une certification spécifique à ce niveau. Et enfin, le palier 3. Donc le palier 3, ça correspond à la copie fiable. Donc c'est-à-dire que là, on est sur un document qui bénéficie donc par défaut de la présomption de fiabilité. Ça veut dire que si on présente ce document dans le cadre d'un conflit juridique, il sera considéré par le juge comme un document fiable, sans avoir à le démontrer. Donc c'est l'avantage de ce palier.
Néanmoins, ça requiert des contraintes évidemment beaucoup plus fortes pour assurer cette présomption de fiabilité. Donc, au niveau de la présentation, il n'y a pas de grosses différences avec le palier 2. Ça veut dire qu'on va avoir des contraintes un peu plus fortes sur le format et les traces. Par contre, au niveau de la protection de l'intégrité, on va voir le scellement qu'on va effectuer, ça va devoir être effectué donc avec un niveau qualifié IDAS, ce qui est beaucoup plus contraignant et va exiger l'intervention d'un tiers certifié IDAS, donc ce qui va être aussi plus coûteux à mettre en œuvre. Et donc on a plus de métadonnées, des métadonnées un peu plus détaillées. Au niveau de l'archivage électronique, là aussi, la contrainte est beaucoup plus forte puisqu'on va devoir mettre en œuvre un système d'archivage électronique certifié conforme à la norme NFZ 42013, donc qui concerne ce type de système. Et donc là aussi, potentiellement, un coût plus important de mise en œuvre. Et donc, pour ce qui concerne la destruction du document papier, donc aujourd'hui, c'est le palier 3 qui est autorisé par la réglementation et notamment le Code civil, qui est un décret spécifique qui précise que c'est le palier 3. Donc le progrès entre guillemets du référentiel force probante, c'est qu'on considère en fait que dès le palier 2, on a déjà de bonnes garanties d'intégrité par rapport aux documents qui sont numérisés, et que donc on peut dès ce palier se permettre de détruire les documents, sachant que dans le cadre de la destruction de ces documents, bien entendu, s'ils font partie du champ des archives publiques, il doit faire l'objet d'un accord préalable des archives de l'administration des archives françaises. Mais donc voilà, on a ici la mise en œuvre de cette numérisation qui permettrait de détruire le format papier est moins contraignante que ce qui existe aujourd'hui dans le droit français. Donc pour le secteur santé. Ensuite, deuxième type de cas d'usage, donc là, on va parler du document produit de façon numérique nativement. Donc là encore, on retrouve 3 paliers. Donc l'idée, ça va être c'est par la signature de ces documents qu'on va pouvoir donner de la force probante dans le document qui est produit. On a un premier palier qui correspond à une signature simple, c'est-à-dire qu'au sens de la réglementation européenne IDAS, voilà, c'est le niveau simple. Donc ici, on n'a aucun scellement. En fait, on va juste, pour déclencher la signature, valider l'accord de l'utilisateur. Donc cet accord, il doit être tracé, ça doit être une validation active. Donc ça peut être une case à cocher, tout simplement. Voilà, l'utilisateur coche une case. J'ai bien compris que voilà, en cochant cette case, je m'engage sur le contenu du document que je suis en train de produire. Et donc on va avoir l'ajout d'un cartouche graphique sur le document produit qui va indiquer voilà, le nom de la personne qui a signé le document, la date, voilà, un certain nombre d'informations qui pourront être ajoutées également au document sous forme de métadonnées, de façon à pouvoir être par la suite réutilisées au sein d'autres services ou applications auxquelles ce document serait transmis. Donc à ce stade, donc sur le palier 1, il n'y a pas de mesures spécifiques de conservation. Sur le palier 2, donc là par contre, on va avoir un certain nombre de garanties sur l'intégrité, notamment beaucoup plus fortes. Donc pour le déclenchement de la signature, ça reste identique au palier 1, c'est-à-dire qu'il faut valider activement que l'utilisateur a bien pris en compte qu'il était en train de signer un document et le tracer. En revanche, on va protéger l'intégrité du document de façon beaucoup plus forte, puisqu'on va réaliser un scellement
Donc, de la même manière que pour la numérisation, avec un cachet de personne morale, ce qui va donner un certain nombre de garanties sur l'intégrité du document et sur son origine, bien sûr. Et donc, au niveau pour la conservation, voilà, un archivage de type GED, donc gestion électronique de documents, est suffisant. Donc, c'est un petit peu moins contraignant que la mise en œuvre d'un SAE. Donc, à ce stade, donc, sur le palier 2, on estime que c'est suffisant. Et le palier le plus avancé voilà, pour la production de documents nativement numériques, c'est une signature qui va reposer cette fois-ci sur un certificat de personne physique. Donc typiquement, ça va être par exemple le certificat contenu dans la carte CPS par exemple du professionnel de santé qui va pouvoir être utilisé pour signer le document. Donc là, on a un engagement, c'est plus un engagement enfin, c'est plus l'origine du document en tant qu'établissement de santé qu'on va retrouver dans le document, mais vraiment l'engagement de la personne physique sur le contenu du document. Et donc en termes de conservation du document, là, on doit mettre en œuvre un archivage sécurisé de type SAE, donc contrainte plus forte pour ce type de document. Et enfin, donc le troisième cas d'usage, et après je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Là, on va parler de la matérialisation de documents. Donc toute la complexité. Donc là, sur les deux premiers cas d'usage qu'on a vus, on va pouvoir, grâce au scellement, on va pouvoir assurer l'intégrité des documents qui sont échangés au sein de la sphère santé. Donc c'est des garanties qui sont fortes, qui sont difficilement falsifiables. Alors que là, on parle de documents qui sont imprimés au format papier. Et donc, voilà, sur un format papier, il est beaucoup plus difficile d'assurer, c'est beaucoup plus discutable qu'un document électronique qui bénéficie d'un scellement. Donc, c'est toute la difficulté ici de ce cas d'usage, c'est de pouvoir donner des garanties d'intégrité qui soient suffisantes pour garantir la force probante des documents échangés une fois qu'ils sont imprimés. Donc le premier palier correspond à une impression simple, donc là aucune mesure spécifique requise. On imprime le document et donc il peut être transmis au patient. Le deuxième palier correspond à l'impression du document sur lequel on va ajouter un cartouche avec les métadonnées. C'est-à-dire que les métadonnées qui ont été inclus dans le document, on va essayer de les imprimer sur le document pour qu'on puisse notamment tracer son auteur et la provenance du document et la date à laquelle le document papier a été produit. Donc voilà, et donc pour assurer l'intégrité, ça va reposer sur la production et la conservation de traces de la production de ce document au sein de l'établissement qui l'a produit. Et on pourra se reporter à ces traces pour s'assurer que le document papier produit est bien conforme. Mais le document lui-même ne portera pas plus qu'un cartouche graphique avec des informations sur l'origine et la provenance du document. Et le palier 3, qui ici va être beaucoup plus contraignant. Donc la façon la plus qu'on a trouvée pour garantir l'intégrité dans le cadre d'un document papier, c'est de dire voilà, le document papier il est imprimé, mais on en conserve une trace dans l'établissement d'origine où il a été produit, par exemple, pour que la personne qui va se voir transmettre un document au format papier puisse confronter ce document papier au document d'origine produit dans le système d'information de santé initial. Et donc ça peut prendre la forme, ça peut être simplement un document qui est
qui est ajouté au DMP du patient, si celui-ci en a un, ou ben, ça peut être un document qui est mis à disposition au sein du SI émetteur du document. Et dans ce cas, ben, ça nécessite la mise en œuvre d'un contrôle d'accès à ce document voilà, pour être sûr de ne pas déroger au principe du RGPD notamment, et donc assurer la confidentialité des documents qui sont produits. Voilà, donc j'ai essayé d'évoquer les principales mesures qu'on va retrouver pour ces 3 cas d'usage. Encore une fois, voilà, ces mesures sont pas exhaustives, hein. Ici, je résume les principales pour vous donner une idée. Maintenant, vous trouverez beaucoup de détails dans les documents et aussi bah, des détails sur l'implémentation, la façon d'implémenter ces mesures. Voilà, tout est décrit de façon plus détaillée dans le référentiel. Merci à tous pour votre participation.